Bonjour à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre programme sportif. Les JO de Sochi, nous reviendrons évidemment sur les médailles, les émotions et les surprises. Mais voici tout de suite les titres de votre journal. À Sochi, les Français se réveillent enfin. Colline Mattel remporte le bronze en saut à ski féminin alors qu'elle n'a que 18 ans. C'est la 3e médaille française pour ces Jeux. Sochi, toujours la controverse est au pas de la porte et la censure bat son plein en Russie. On vous en dit plus dans cette émission. Football toujours, autant de suspense en Première Ligue. Chelsea, le leader, a été accroché par West Bromwich. Enfin, des belles images des sports dont on parle trop peu. C'est notre tour du monde en 2 minutes. Mais comme promis, on débute avec les JO de Sochi et nous recevons par téléphone Christelle Pascal. Christelle, vous êtes notre correspondante sur place. Bienvenue. Bonjour. Alors, une journée forte en émotion ce mardi. La France s'est trouvée une étoile. Je vous propose évidemment de revenir sur cette 3e médaille française. Colline Mattel, 18 ans, une médaille de bronze et c'est en saut à ski féminin, une nouvelle épreuve aux JO. Une médaille qui est venue des airs, j'ai envie de dire, Christelle. Exactement, une médaille qui vole, qui plane. En tout cas, Colline Mattel a tout juste 18 ans. Du haut de son fort caractère, a vraiment réussi à aller décrocher cette belle médaille de bronze et elle est encore plus belle puisque effectivement, comme vous l'avez souligné, la discipline vient juste d'être olympique. Et c'est vrai que le saut à ski, eh bien, au départ, n'avait rien de féminin et en tout cas aujourd'hui, avec cette discipline olympique, eh bien, on découvre vraiment des athlètes à part entière et qui ont un très très gros niveau en plus. Alors justement, vous m'avez dit au téléphone un peu avant cette émission que vous l'aviez vue aujourd'hui, un petit peu plus tôt dans la journée. Est-ce qu'elle réalise qu'elle a gagné une médaille? Oui. Alors, elle réalise et en même temps, elle se rend compte de l'ampleur des retombées, de ce que peut apporter cette médaille dans sa vie, dans sa carrière de sportive. C'est une jeune fille qui est très simple, avec un fort caractère, comme je vous ai dit. Hein, elle est vraiment pleine d'énergie et très déterminée depuis plus de 2 ans qu'on la voit évoluer sur le circuit. Elle sait ce qu'elle veut faire. Elle a vraiment des objectifs en tête, être la meilleure sur les tremplins, au saut. Et en tout cas, aujourd'hui, on l'a vu au Club France pour tous les interviews avec les médias français. Elle était absolument rayonnante. Bon, écoutez, une médaille d'or, en tout cas, de son côté, elle est allemande. Elle s'appelle Carina Voigt. Belle performance, Christelle. On s'y attendait ou pas du tout? Alors, de ce côté-là, malheureusement... Je ne suis un petit peu moins experte, donc je ne sais pas si elle faisait partie des favorites, sans doute oui. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'Allemagne, comme le Canada, font partie vraiment des nations très très fortes. Et dans ces disciplines-là, ils arrivent vraiment avec beaucoup de volume en athlètes, beaucoup de compétiteurs de très haut niveau. Ce sont vraiment pas des petites disciplines, ce sont des disciplines avec des nations qui arrivent avec un très très gros niveau. Et c'est vrai que nous, à côté, la France, on n'a pas encore non plus le volume nécessaire pour rivaliser avec ces grosses nations. Alors on passe à une grosse déception. Shaun White était le favori du snowboard, halfpipe, et pourtant, on l'a vu en très mauvaise posture. Résultat, il n'a rien gagné du tout. Eh bien oui, le roi, comme les médias ont tendance à l'appeler, le roi Shaun White a abdiqué. Et il a abdiqué, mais il est quand même sportif et bon joueur, puisqu'il avoue ne pas avoir été à la hauteur. Et il félicite en tout cas ses concurrents qui sont sur le podium, parce qu'ils ont été ce jour-là meilleurs que lui. Donc c'est une belle réaction en tout cas de Shaun White. On avait tendance à pas le critiquer, mais le trouver un petit peu imbu, un petit peu fort de personnalité, un peu centré sur lui-même. Et voilà, il a vraiment en tout cas accepté l'échec, accepté d'avoir raté son épreuve, et il en ressort, je pense, que meilleur.
Merci beaucoup Christelle Pascal. On se retrouvera régulièrement pour avoir votre expertise sur i24 News. À Sotchi, les journalistes sont loin de faire ce qu'ils veulent. Vous allez le voir, Vladimir Poutine mène Sotchi comme une vraie campagne de communication. Sotchi doit refléter la puissance de la Russie, mais cela a un prix. L'information est très contrôlée. Regardez le reportage de Lise Barenboim. Vous avez bien vu les 5 anneaux olympiques s'allumer pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Sotchi. Pourtant, seuls 4 se sont réellement déclenchés. La télévision russe a préféré censurer ce petit raté pour ne pas ternir le début de la compétition. Pour Vladimir Poutine, Sotchi est une véritable opération de communication. Depuis 2004, le président veut redorer l'image de la Russie. Pour y arriver, il a même embauché une agence de relations publiques américaine, Ketchum. Tout ça pour rendre son pays présentable. Et Sotchi est la vitrine de cette nouvelle stratégie. Vraisemblablement, ce sont des actions publiques qui ont été réalisées par les autorités afin d'améliorer la réputation de la Russie, d'améliorer son image à l'échelle internationale avant les Jeux Olympiques de Sotchi. Mais personne ne doit aller à l'encontre du projet de Vladimir Poutine, à commencer par les médias russes. Il dissout l'agence de presse RIA Novosti en 2013 et crée sa propre chaîne de télévision Russia Today. La principale chaîne d'opposition Dojd est aujourd'hui menacée de fermeture. C'est une des rares sources d'informations indépendantes du pays. Nous sommes absolument certains que les opérateurs ont pris cette décision sous la pression. Après, qui a fait pression? Nous n'avons pas d'informations précises à ce sujet. Nous ne pouvons pas donner de nom ni expliquer les raisons précises. Pour assurer la soi-disant sécurité des Jeux, la Russie surveille toutes les communications grâce à un système qui permet au service fédéral de sécurité d'accéder à tous les échanges téléphoniques et sur Internet. Les sportifs n'ont pas le droit d'afficher des positions politiques et toutes les manifestations sont interdites par décret pendant la tenue des Jeux. Quant aux artistes, ils n'ont pas intérêt à se moquer de la compétition. Vassili Slonov en a fait les frais. Pour quelques dessins satiriques de Poutine et de la mascotte des JO, son exposition a tout simplement été annulée. Des ONG du monde entier s'insurgent contre ce traitement de l'information. Human Rights Watch et Amnesty International ne cessent d'alerter les autres pays sur la censure mise en place par le pouvoir russe. Les principaux problèmes à Sotchi, selon Amnesty, ce sont les mêmes problèmes que dans l'ensemble de la Russie. Une liberté de parole réprimée, une législation contre la propagande anti-gay et d'autres lois qui limitent sérieusement la liberté d'expression. Des voix s'élèvent aussi en Russie. Le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, a dénoncé le soutien silencieux de certains médias à Poutine. Sotchi serait, selon lui, une tribune de propagande royale pour le dirigeant russe. Alors fallait-il boycotter Sotchi? Plusieurs chefs d'État ont décidé de ne pas faire le déplacement. Barack Obama, François Hollande, David Cameron ont préféré rester chez eux. Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, a annoncé sur Twitter son boycott des Jeux. Angela Merkel, par contre, s'est prononcée contre le boycott. Pour elle, mieux vaut utiliser Sotchi pour poser des questions dérangeantes à Poutine. Un système encore plus répressif qu'à Pékin en 2008, les démocraties occidentales ne sont pas dupes, même si les sportifs du monde entier sont au rendez-vous, pour l'amour du sport. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Berkovitch. Pascal, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes une athlète paralympique, vous avez participé à plusieurs Jeux Olympiques. Les derniers, c'était Londres. Et là, vous entraînez super sérieusement pour Rio. Oui. Alors dites-nous, comment ça se passe quand on est une athlète israélienne au niveau de la sécurité pendant des Jeux Olympiques? Comment on vit? On n'est pas tout seul. On a de charmants garçons qui nous suivent partout. Il y a toute une équipe, il y a pratiquement autant de sécurité que d'athlètes. On est super, on nous accompagne partout. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit seul. C'est-à-dire qu'on est obligé de. On habite dans le village olympique, il y a toujours des petites maisons pour les athlètes. On a une petite maison qui est super gardée, super vraiment. Super sécurisé, ouais, et personne ne peut entrer sans vraiment montrer patte blanche et tout ça. Ouais. Si on veut inviter un autre athlète pour venir nous voir à l'intérieur de notre maison, il faut qu'on prévienne. Bon, mais ça se passe toujours avec le grand sourire. Et puis bon, c'est pour nous c'est plutôt bien parce que comme ça on a des gens de la sécurité tout autour. C'est t'as oublié ta veste, ah ben tiens tu veux pas aller me chercher ma veste. Voilà, donc ils sont plutôt sympas, beaux garçons. On se plaint pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'en fait les attentats de Munich finalement planent toujours autour de la délégation israélienne?
israélienne. En 72, 11 athlètes israéliens ont été assassinés lors d'un attentat terrible. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, on sait que nous, en tant qu'athlètes israéliens, on peut être une cible. Et donc, même évidemment pendant les Jeux Olympiques, mais même pendant les championnats du monde et toutes les compétitions, les grandes compétitions on a généralement une personne, 2 personnes de la sécurité avec nous qui surveillent un petit peu ce qui se passe autour, qui nous aident à voir ce qui se passe. On a des règles de sécurité à suivre. On ne peut pas se promener où on veut avec le nom de notre pays, Israël, dans le dos. Non. On met une petite veste dessus, on se débrouille. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure en antenne que les Jeux paralympiques, finalement, ce sont les vrais Jeux. Parce que les Jeux olympiques, ça se passe juste avant. C'était la répétition. Voilà, c'est très sympa, l'ambiance aux Jeux paralympiques. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu plus sympa que lors des Jeux Olympiques, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques sont plus gros, il y a plus d'athlètes, tout est beaucoup plus grand, il y a plus de sous investis, plus d'argent, donc plus de pression. Et c'est vrai que nous, les athlètes paralympiques, on est un peu moins suivis par les médias, on gagne beaucoup moins, tout est un petit peu plus petit, et donc c'est finalement plus sympa. En plus, c'est vrai que les Jeux paralympiques, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que vous avez des athlètes, vous arrivez, vous voyez l'Africain à qui il manque une jambe, qui a une espèce de béquille en bois, et l'Américain à côté de lui, qui est noir exactement de la même façon, mais qui, lui, aura une prothèse high-tech qui vaut 15 000 euros. Et voilà, et tout le monde discute, et tout le monde parle, et c'est vrai que c'est une expérience absolument fascinante. Merci beaucoup, Pascal Berkovic. Allez, on passe tout de suite au football. 26e journée du championnat en Angleterre. Le leader Chelsea avait l'occasion de mettre la pression sur ses poursuivants, mais c'est peine perdue malgré une nette domination. Les hommes de Mourinho se sont laissés surprendre à 3 minutes de la fin du temps réglementaire et ne repartent qu'avec un seul point. On écoute tout de suite les réactions d'après-match. Je pense que pendant 60 minutes, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain et que cette équipe n'a pas été capable de tuer le match, surtout en début de seconde mi-temps. Ce faux pas de Manchester City qui reçoit Sunderland et Arsenal qui accueillent Manchester United, ils ont l'occasion de le rejoindre ou bien de dépasser les Blues après sa lourde défaite à Liverpool, 5-1. Les hommes d'Arsène Wenger espèrent se remettre dans le sens de la marche. Et rapidement, un mot de football espagnol. On connaît le premier finaliste de la Copa del Rey. Il s'agit du Real Madrid, qui n'a pas fait de détail contre son voisin l'Atlético. La Casablanca s'impose 2-0 grâce à un doublé de Ronaldo. Ça fait 5-0 sur les matchs aller et retour. Le Real attend patiemment que le Barça joue sa qualification contre la Real Sociedad. Allez, maintenant, on part en France avec la Coupe nationale. Cannes Club de CFA, l'équivalent de la 4e division, crée l'exploit et élimine Montpellier. Pour rappel, les Montpelliérains avaient eux-mêmes éliminé le Paris Saint-Germain au tour précédent. Victoire compliquée pour Lille qui s'impose au tir au but après son match nul, 3-3. Et c'est parti pour le tour du monde, des images sportives les plus impressionnantes. Regardez, on part tout de suite en Russie. Non, ce n'est pas Sotchi, c'est le championnat du monde de moto sur glace. C'est le pays hôte, la Russie, qui a gagné. Il faut dire que les Russes sont de vrais pros. C'est la 12e fois de suite que le pays remporte la compétition. Les pilotes Ivanov et Koltatov sont les 2 premiers. Et la Finlande réussit à arracher la 3e place. Et après la glace, le soleil de Dubaï. Fin du Tour de Dubaï, c'est le tour cycliste très intéressant qui a été remporté par l'Américain Taylor Phinney. Il l'emporte donc au classement, même si Marcel Kittel, cycliste allemand, a gagné 3 étapes de suite. Une course dans des conditions très difficiles. On imagine qu'avec des températures de Dubaï, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Et puis on reste à la montagne. C'est le pilote finlandais Laftala qui a gagné le rallye de Suède. Il devance le Norvégien Mikkelsen. C'est sa 3e victoire après celle de 2008 et 2012. Il devient le champion mondial devant le Français Sébastien Ogier. Prochaine course à Mexico et c'est en mars. Et regardez ces images qui nous viennent de Barcelone, championnat du monde de Trial X. Ce sont des motos qui font de l'équilibrisme. L'Espagnol Tony Bou, 7 fois champion, remporte le Grand Prix de Catalogne. Le podium est exclusivement espagnol. Avec Raga et Cabestany, la saison continuera à Milan. Et enfin, des images incroyables, ça se passe en Angleterre. Les meilleurs planchistes du monde se sont donné rendez-vous pour la finale du tournoi de la tempête. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle et ça porte bien son nom. Regardez, c'est le Français Thomas Traversa qui l'emporte contre les vents allant jusqu'à 130 km/h.
Et on termine par du basket. C'est bientôt les All-Star Games de la NBA. Cette année, LeBron James ne participera pas au concours de dunk, mais cela ne l'a pas empêché de faire le show à Miami devant ses coéquipiers. Voyez plutôt, il a enchaîné des acrobaties et torse nu, s'il vous plaît, mesdames, si vous aimez les beaux muscles. Profitez-en, une belle performance de la part du MVP 2013 qui a fait le tour du web. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles aventures sportives, pour d'autres médailles et surtout encore plus d'émotions. En attendant, vous pouvez nous revoir en replay sur notre site internet i24news.tv. Restez avec nous, l'info continue.